Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Il est 13h à Paris, 14h à Tel Aviv. Où que vous soyez, c'est l'heure de prendre votre pause déjeuner. Alors, installez-vous confortablement devant votre téléviseur. On est parti pour une heure ensemble. Société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi surtout sur ce qui fait votre quotidien, car ce qui vous intéresse nous intéresse évidemment aussi. Et pour cela, j'ai réuni autour de moi une équipe de journalistes, de chroniqueurs, d'éditorialistes. Tout ça, chers téléspectateurs, c'est seulement pour vous. Alors, restez avec nous. Dans Israel Inside, Benjamin Netanyahou a-t-il raté une occasion de faire la paix avec les Palestiniens? Oui, affirme John Kerry, l'ex-secrétaire d'État américain. Benjamin Netanyahou estime, lui, de son côté, qu'il n'avait pas le bon partenaire pour ce plan de paix. Et les accidents de chantier se multiplient en Israël, une inquiétude d'autant plus pesante que cette semaine, 2 grues se sont effondrées à Bat Yam et à Ashdod. Et dans le grand angle, on met l'art à l'honneur d'une exposition inédite de Rembrandt à la pyramide du Louvre, en passant par des peintres italiens célèbres qui font leur entrée à Moscou. On vous dit tout en seconde partie de cette émission, mais on commence tout de suite par les titres qui font l'actualité. 2 roquettes tirées depuis le Sinaï ont explosé ce matin dans un terrain vague dans le sud d'Israël sans faire de blessés. Dans le même temps, l'ONU affirme qu'un drone de l'armée israélienne aurait tué 5 de ses membres dans la péninsule égyptienne. Et l'offensive des forces irakiennes pour reprendre à l'organisation État islamique, la partie occidentale de Mossoul, entre dans sa 2e journée. Après la reconquête, la vieille ville de position au sud de la ville. Et dernier jour de la tournée européenne de Mike Pence, le vice-président américain rencontre les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN à Bruxelles. Et à peine rentré des États-Unis, Benjamin Netanyahou est en voyage à Singapour et en Australie. C'est la première fois qu'un Premier ministre israélien se rend dans ces 2 pays. L'objectif est simple, le renforcement de la coopération économique et diplomatique. C'est l'heure d'Israel Inside. L'ex-secrétaire d'État américain a quitté ses fonctions en janvier pour laisser sa place à son successeur républicain Rex Tillerson. Il se prépare dès maintenant pour le prochain tour des présidentielles aux États-Unis. Il serait candidat démocrate en 2020. En attendant, John Kerry fait la une des quotidiens israéliens avec des révélations sur les initiatives qui avaient été prises pour tenter de débloquer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Des initiatives qui ont toutes échoué. Mais alors que Benjamin Netanyahou avait fait porter la responsabilité de l'échec des négociations au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, eh bien, les révélations de John Kerry apportent un éclairage tout à fait différent, en mettant par exemple le Premier ministre en difficulté israélien, qui avait toujours affirmé qu'il était prêt à négocier, mais qu'il n'avait pas de partenaire en face pour cela côté palestinien. On regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle. Benjamin Netanyahou, Abdel Fattah al-Sisi, le roi Abdallah de Jordanie, tous réunis dans une même pièce pour discuter de l'issue du conflit israélo-palestinien. La mission peut relever de l'exploit dans le contexte actuel, mais elle a pourtant été montée par l'entremise de John Kerry. D'après le quotidien israélien Haaretz, la rencontre tripartite aurait eu lieu il y a 1 an, en février 2016, dans le golfe d'Aqaba. Après sa rencontre avec le leader palestinien Mahmoud Abbas à Amman, dans la capitale jordanienne, le secrétaire d'État américain a réuni en secret les 3 chefs d'État. Objectif de cet entretien, leur soumettre son nouveau plan de paix pour mettre fin aux violences entre Israéliens et Palestiniens. Parmi les propositions de John Kerry figure le retrait israélien des territoires et un retour sur les lignes d'avant juin 67. L'échange de terres entre les 2 parties, la création d'un État palestinien, la reconnaissance par les Palestiniens du caractère juif de l'État d'Israël et le partage de Jérusalem, capitale des 2 États. Des propositions jugées satisfaisantes par les responsables égyptiens et jordaniens, mais repoussées par le Premier ministre israélien. Accepter aurait provoqué l'implosion de sa coalition et de son propre parti, selon Benjamin Netanyahou. D'autant que les dirigeants de Ramallah n'entendent pas reconnaître le caractère juif d'Israël. Des refus qui obligent le responsable américain à ranger son plan dans les cartons. L'information n'a pas été confirmée par les autorités d'Amman. Le Caire n'a pas démenti la rencontre, mais a contesté les détails révélés par le journal israélien. Et encore d'autres révélations ce matin. Le quotidien Haaretz poursuit et affirme que lors du sommet d'Aqaba, Benjamin Netanyahou avait proposé un gel des constructions dans les implantations situées en dehors des grands blocs. Jonathan Serrero.
Oui, au-delà du refus du Premier ministre israélien et du plan proposé par John Kerry, on verra d'ailleurs, Valérie, quelle en est la raison de ce refus israélien. Le Premier ministre Netanyahou a toujours eu à l'esprit que la solution pour résoudre le conflit israélo-palestinien ne passe pas seulement par un règlement avec les dirigeants de Ramallah, mais avec les responsables de tous les pays arabes de la région. D'ailleurs, l'idée d'impliquer au maximum les pays arabes du Golfe dans les négociations a été effleurée entre les lignes lors de cette rencontre avec Donald Trump la semaine dernière, un dossier sur lequel le chef du gouvernement de l'État hébreu a planché d'ailleurs il y a quelques mois déjà, et toujours selon le journal Haaretz, vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou aurait soumis donc une contre-proposition à l'ex-secrétaire d'État John Kerry et aux dirigeants égyptiens et jordaniens Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah de Jordanie lors donc de cette rencontre de février 2016. Le plan de paix Netanyahou est le suivant. Premier point, autorisation donnée aux Palestiniens de construction massive dans la zone C sous contrôle israélien qui permettront donc l'arrivée de nouveaux investisseurs économiques et permettraient aussi d'améliorer la qualité de vie des Palestiniens. Même chose pour la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou prévoit aussi la coopération, le renforcement de la coopération sécuritaire avec la police palestinienne dans les territoires. Deuxième point, soutien public israélien à l'initiative de paix saoudienne qui date de 2002. Soutien aussi des pays arabes à l'initiative de paix israélienne avec participation des dirigeants des pays du Golfe. Quatrième point, reconnaissance américaine des constructions israéliennes en Judée-Samarie. Cinquième et dernier point, Benjamin Netanyahou aurait souhaité obtenir la garantie de l'administration américaine et de Barack Obama de freiner toutes les initiatives palestiniennes dans les instances internationales. Bon, alors évidemment, l'opposition accuse Netanyahou de ne pas avoir saisi cette opportunité historique de faire la paix avec les Palestiniens. Oui, pour le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, Benjamin Netanyahou est le principal responsable de l'échec de ce sommet, de cette volonté de sommet entre toutes les parties. Il faut savoir que le responsable du Parti travailliste avait été mis au courant à l'époque de ces discussions et pour cause, en février 2016, il était question que Yitzhak Herzog entre dans le gouvernement Netanyahou. On le sait finalement, Avigdor Lieberman, c'est Avigdor Lieberman qui a lui été préféré. Pour Yitzhak Herzog, le plan Kerry aurait changé la face du Moyen-Orient et Benjamin Netanyahou a préféré s'échapper, déclare-t-il. D'après le chef de l'opposition, c'est bien John Kerry qui a initié l'organisation d'un sommet entre toutes les parties et non Benjamin Netanyahou, comme l'affirment certaines sources proches du Premier ministre israélien. Le fait est qu'aujourd'hui, la donne a quelque peu changé puisque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et pendant ce temps-là, Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, continue d'exposer sa solution de paix à qui veut bien l'entendre. Une solution qui a le mérite d'être claire, même si pour certains, elle semble, Maurice Yvergan, bien peu réaliste quand même. Oui, Valérie, c'était hier à la conférence de Munich sur la sécurité, interrogé sur la prise de position du président des États-Unis, qui, il faut le dire, s'est démarqué de la solution à deux États, un Israélien et un Palestinien. Le ministre de la Défense israélien a défendu une fois de plus sa vision des choses. Deux États, un État pour les Juifs et un État pour les Palestiniens. Et la nuance est de taille. Valérie, on écoute le ministre de la Défense et on en reparle. Ma vision, c'est la fin du jeu. Sans aucun doute, il faut une solution à deux États. Nous allons créer un État palestinien très homogène, sans un seul juif, et nous allons devenir un État binational avec plus de 20% de population palestinienne. Je pense que la solution de base doit inclure un échange de terrain et de population. Bon, Maurice, c'est vraiment réaliste tout ça ? Écoutez, du point de vue d'Avigdor Lieberman, c'est tout à fait réaliste. Il s'agit simplement de changer le tracé de la frontière pour inclure ceux qui se disent palestiniens dans le futur État palestinien et ceux qui se disent juifs dans le futur État juif, ce qui permettrait de régler tous les problèmes. La question est que Avigdor Lieberman apparemment n'a pas demandé l'avis des Palestiniens et on se souvient lorsqu'il y a eu des négociations sur cette question, la proposition avait été évoquée devant Yasser Arafat et le président de l'autorité palestinienne et le chef de l'OLP avait alors répondu « Écoutez, ce fameux triangle où vivent de nombreux Arabes israéliens est déjà palestinien. Pourquoi je vais l'échanger contre des territoires où il y a des Juifs ? Ce qui est palestinien est déjà à moi et il n'est pas question d'un échange. »
Et hier, nous avons montré des images absolument insoutenables, les vidéos de violences exercées sur des vieillards dans une maison de retraite de Haïfa. L'affaire qui continue de faire scandale. Et cette nuit, les services du ministère de Santé ont effectué des contrôles intempestifs dans des dizaines d'établissements gériatriques du pays. Dès hier soir, le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a annoncé une série de mesures, tout en reconnaissant l'échec des autorités publiques dans la gestion de ces établissements. On écoute tout de suite Yaakov Litzman. Le ministère de la Santé a décidé de limoger d'autres personnes responsables, en plus de celles qui ont été arrêtées. Et nous vérifions la responsabilité des directeurs de la maison de retraite. Et je suis totalement secoué par ce qui s'est passé ici. C'est inhumain. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Et il est clair que nous ne pouvons pas passer sur de tels faits. Je parle de toutes les maisons de retraite du pays. Premièrement, nous allons installer ici des caméras. J'ai demandé aux familles si elles acceptaient et tout le monde a dit oui. Des caméras dans cet établissement, ok, mais quand il y a plus d'un an, le ministère de la Santé note 96 sur 100 l'équipe médicale de cette maison de retraite, vous pouvez reconnaître que le contrôle que vous exercez sur ces établissements est insuffisant. Il semble que oui. Je pense qu'il faut remercier les journalistes pour leur enquête. Grâce à eux, nous pouvons sauver des vies. Ce que malheureusement, nous ne savions pas. Pas plus d'ailleurs que les familles, qui n'avaient rien noté d'anormal. Et c'est aussi un problème. Alors Maurice, la réalité de cette maison de retraite à Haïfa a été mise au grand jour, mais tout ce qui s'est passé là-bas peut avoir lieu dans d'autres maisons de retraite aussi. Comment on explique l'échec des autorités publiques? Écoutez, vous avez entendu le ministre de la Santé qui a été très clair. Le manque de contrôle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, Litzman a été tout à fait honnête et a dit les choses comme il le faut. D'habitude, on se plaint du manque de subventions, du manque de budget. Là, il a dit c'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. C'est vrai que le ministère de la Santé a failli dans le contrôle de ce qui se passe dans ces maisons de retraite. Maintenant, ça ne veut pas dire que le fait que ces maisons de retraite soient souvent laissées à des initiatives privées hors du contrôle de l'État n'est pas important. Le ministre a également souhaité une plus grande intervention de l'État dans la gestion de ces maisons de retraite afin de créer un système public de maisons de retraite. Est-ce que pour revenir sur ce que disait notre consoeur sur la chaîne justement israélienne nationale Arutz 2, elle disait que cette maison de retraite-là a été notée 96 sur 100. Il faut faire attention avant de mettre nos parents dans une maison de retraite. Ce qu'il faut dire, c'est que les proches de ces victimes entendaient porter plainte contre les médecins, mais ont été convaincus par leurs proches de ne pas porter plainte par crainte de représailles. Donc vous voyez dans quelle ambiance on est dans cette affaire. Oui, alors on va passer tout de suite à un autre sujet qui nous inquiète. Ce sont les accidents de chantier, les constructions qui se multiplient. Cette semaine, on a échappé à 2 drames, à Bat Yam et à Ashdod. Des grues, figurez-vous, se sont effondrées. Regardez. Bat Yam, lundi 13 février. Une grue s'effondre en plein cœur de cette banlieue sud de Tel Aviv. La zone est urbaine. Il y a de nombreux passants. Nous sommes dans un quartier résidentiel. La ville a entamé de nombreux travaux. Bat Yam est en effet l'une des villes en Israël où il y a le plus de programmes de rénovation d'immeubles Tama 38. Des travaux de rénovation autorisés par la mairie afin de solidifier les bâtiments en cas de tremblement de terre. Dans la ville, des tours poussent aussi comme des champignons. Les projets sont de plus en plus grandioses et luxueux. Des tours d'une 30aine d'étages. Les grues nécessaires à la construction sont sécurisées au maximum. Une grue de 60 mètres s'est affaissée sur une voiture. À son volant, un homme de 38 ans, il a été immédiatement évacué à l'hôpital Volson. De son côté, le grutier a été sévèrement blessé à plusieurs membres. Mais, conscient après la chute de sa grue, il a été évacué vers l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Un homme de 49 ans et sa fille de 9 ans, qui se promenaient dans le quartier, ont eux aussi été légèrement blessés. Cathy Bedouk est une ancienne grutière. Elle se rappelle ses conditions de travail. Pour elle, ce métier est dangereux, sa vie était en danger. C'est juste hallucinant ce qui se passe dans les grues. Les gens ne voient pas les opérateurs en haut. Ils voient juste une machine travailler comme s'il n'y avait pas d'humain. Ma vie vaut mieux que 9 € de l'heure.
Ça ne vaut pas du tout cela. Je préfère rester à la maison, ne pas être employée plutôt que de mettre ma vie en danger, me battre avec les entrepreneurs et surtout me sentir exploitée. Je suis dans la cabine et le vent secoue la grue. Je me rappelle, je me mets à prier, je fais Shema Israël. Je ne sais pas s'il faut descendre, s'il faut attendre. Je me dis, le salaire ou le salaire des enfants, en fin de compte, j'ai décidé de descendre et je ne raconte pas ce qui s'est passé après. Les cris, les engueulades, j'en parlerai même pas. En tout, 4 personnes ont été transportées à l'hôpital et d'autres voitures ont été endommagées. Le responsable du site de construction Pathway and Buildings, Yuval Atia, a été arrêté. Il a déclaré que cette grue avait toutes les autorisations et que ce désastre était en conséquence d'un défaut technique de la grue. Un accident qui inquiète les Israéliens. Les chantiers se multiplient dans les villes. Le pays est en plein développement et la demande de logement est en pleine croissance. Cependant, la sécurité inquiète et la population craint la multiplication des accidents de chantier. Alors Maurice, une chute absolument impressionnante, 60 mètres de hauteur, le grutier qui s'en est sorti, mais dans quel état? Dans quel état, Valérie? Il a eu les 2 jambes broyées, il a dû subir des interventions chirurgicales pendant de longues heures et il souffre de quelques contusions, mais par ça, son état de santé n'est pas préoccupant. Les médecins ont dit que finalement, il était stable et qu'il pourrait s'en sortir après 15 ans de travail dans une cabine de grue perchée à plus de 60 mètres de haut. Il peut dire qu'il a été vraiment miraculé, puisque lorsqu'on l'a sorti de cet amas de ferraille, il était totalement conscient. Il a eu du mal à raconter ce qui s'est passé sur le moment même, mais après, les journalistes l'ont rencontré sur son lit d'hôpital. Il a voulu garder l'anonymat et vous allez l'écouter, c'est très, très impressionnant. J'étais dans la grue en train de manœuvrer, on me dit d'aller à gauche et tout d'un coup j'entends un bruit qui vient de l'ordinateur, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, je sais pas, je pensais qu'il y avait un problème qui venait d'en bas et à peine je regarde en bas que voilà, je me retrouve en bas. La grue est tombée, j'étais complètement... j'ai même pas eu le temps de réaliser, tout ça c'est allé très vite. Un cauchemar. Et hier soir à Ashdod, un autre drame a été évité. Une grue s'est effondrée là-bas aussi. Absolument Valérie. Hier dans le port d'Ashdod, c'était hier soir, une grue s'est détachée de son support et s'est effondrée. Figurez-vous, sur un navire qui était en train de débarquer et qui a été amarré au quai. Alors par chance, il n'y a eu ni victime, beaucoup de dégâts, mais pas de victimes, mais comme vous en convenez Valérie, il y a un problème, on ne peut pas uniquement dire qu'il s'agit d'une loi des séries. Oui, alors justement, ce n'est pas une loi des séries, qu'est-ce que c'est? C'est un laisser-aller, il va falloir s'inquiéter? Écoutez, si on parle de chantier de construction, le problème c'est qu'il y a à peu près 14 000 sites de construction par an dans le pays, et seulement, figurez-vous, 18 inspecteurs du ministère du Travail pour contrôler les mesures de sécurité sur ces sites, ce qui est totalement insuffisant. Il suffit de faire un petit calcul assez rapide et ça veut dire que finalement il y a une visite tous les 2 ans sur les chantiers. Ça peut expliquer la multiplication des accidents dans ce secteur. Résultat, une statistique tout à fait effrayante Valérie. En 2016, 24 ouvriers du bâtiment ont été tués sur des chantiers dans des accidents de travail, dont 14 pour le sud du pays. Oui, et d'autant qu'il y a de plus en plus de constructions en Israël, donc il va y avoir de plus en plus d'accidents. C'est comme pour les accidents de la route, il y a 113 voitures patrouilles de police sur les routes israéliennes pour un parc automobile en nette augmentation sur les dernières années. On comprend un peu le risque d'accident augmenté ces dernières années en Israël. Oui Valérie, alors que ce soit dans les maisons de retraite, comme on l'a vu tout à l'heure, ou que ce soit sur les chantiers de construction, on touche là un des points fondamentaux, un des points faibles de ce pays, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'on prend toujours des mesures fabuleuses, on a toujours des institutions extraordinaires qui fonctionnent parfaitement. Le problème, c'est le suivi. Et je me souviens que le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, s'énervait énormément contre les gens qui lui disaient « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, on a les meilleures institutions. » Le problème, c'est qu'on a les meilleures institutions, mais pas souvent les meilleurs contrôleurs. Et la semaine dernière, nous vous avons parlé des manifestations des ultra-orthodoxes contre la conscription obligatoire. Mais le monde orthodoxe, c'est aussi le monde du travail. C'est vrai qu'en général, l'homme étudie toute la journée en école talmudique, la yeshiva, la femme travaille, mais en plus, elle élève ses 7 enfants
le modèle économique de la société ultra-orthodoxe en Israël est en train de s'effondrer. De plus en plus d'hommes ultra-orthodoxes se tournent vers le marché du travail. Problème, ils ont beau avoir étudié au moins 12 ans en yeshiva, ils n'ont quasiment aucune connaissance en maths, en anglais, ou bien ils ont bien du mal à trouver une formation et un emploi. Alors au sein de cette communauté ultra-orthodoxe, certains veulent désormais ouvrir une autre voie. On regarde le sujet de Fleur Citruc. Le Rav Cohen a fondé il y a 4 ans une école talmudique bien particulière à Jérusalem. En plus de la Torah, on y enseigne les mathématiques et l'anglais aux élèves âgés de 13 à 17 ans et on les prépare au baccalauréat. L'éducation qu'on donne aux garçons ultra-orthodoxes, c'est parfait pour en faire des Talmid Chacham, des érudits de la Torah, pas pour quelqu'un qui veut entrer dans le monde du travail et ne souhaite pas devenir rabbin ni professeur de Torah. Ce jeune-là va se trouver en grande difficulté, car malgré toutes ces années d'études, il n'aura aucune connaissance en maths, en anglais, aucun diplôme académique, rien qui ne puisse s'appliquer concrètement au monde du travail. Lorsqu'il a cherché des locaux pour son école, le Rav Cohen s'est heurté à une forte opposition au sein de la communauté ultra-orthodoxe. Il existe environ une quinzaine d'écoles comme la nôtre, mais nous sommes les seuls à dire haut et fort que ces yeshivas qui préparent au baccalauréat doivent être encore plus nombreuses pour répondre aux besoins de milliers d'élèves. Et que ces écoles ne doivent pas être destinées, comme c'est le cas aujourd'hui, aux mauvais élèves et aux enfants déscolarisés. Au contraire, elles sont là pour les enfants qui réussissent, mais qui ont envie d'étudier d'autres matières en plus de la Torah. C'est pour ça que les yeshivas traditionnels voient en nous une menace. Aujourd'hui, moins de 5% des étudiants en yeshiva continuent jusqu'au baccalauréat. C'est le cas de Jonathan. Issu d'une famille ultra-orthodoxe, il a décidé de suivre des études non religieuses, contrairement à ce que souhaitait sa famille. J'ai toujours su que je voulais gagner ma vie en travaillant, pas comme étudiant en yeshiva, et que si je ne faisais rien, je n'aurais rien. Alors je me suis inscrit en tant que candidat libre au baccalauréat et j'ai commencé à étudier dans les toilettes de la yeshiva. J'étais en internat et c'était interdit, il ne fallait surtout pas qu'on me voie. Je me souviens avoir passé 5-6 heures d'affilée par terre dans les WC à étudier les maths ou l'anglais. Finalement ça s'est su et j'ai été renvoyé. Mais heureusement c'est arrivé juste après mon dernier examen et j'ai pu avoir mon bac. Jonathan ne regrette pas son choix malgré les difficultés. Je me considère toujours comme ultra-orthodoxe, mais je suis un peu marginal dans ma communauté. Je suis celui qui a fait des études académiques et non un érudit en Torah. Ça, c'est la référence chez nous. C'est un peu comme si j'étais un Haredi de 2e catégorie. Et ça va être compliqué quand je vais vouloir me marier. Je sais d'avance que ça va être très dur de trouver une femme dans la communauté. Pourtant, il y a 40 ans, 84% des hommes ultra-orthodoxes travaillaient, contre seulement la moitié dans les années 2000. C'est l'entrée des Haredim dans la coalition au gouvernement en 1977 qui va changer la donne. La coalition au pouvoir a généralisé l'exemption du service militaire et permis la naissance d'un mode de vie basé uniquement sur les études. Le yeshiva lifestyle, pour tous ceux qui le souhaitent. La seule condition est vous ne devez pas travailler. Le gouvernement a aussi augmenté le montant de ses allocations. Ça a marqué le début de cette société d'étudiants. Un modèle économique qui s'effondre depuis quelques années. Cette génération qui veut adopter le même mode de vie que ses parents n'a pas elle-même des parents qui travaillent et qui peuvent l'aider financièrement, comme c'était le cas avec leurs grands-parents. De plus, la taille de la communauté Haredi a énormément augmenté, tandis que les dons venus de l'étranger n'ont pas augmenté au même rythme. La plupart des familles ne touchent plus les réparations de l'Allemagne pour les rescapés de la Shoah et les allocations familiales ont baissé de manière dramatique en 2003. À ce tableau déjà très sombre, on peut encore ajouter l'envolée des prix de l'immobilier et du coût de la vie en général. Seule alternative pour les hommes Haredi, retourner sur le marché du travail. Mais pour cela, il faut d'abord réformer le cursus scolaire, ce que refusent les partis ultra-orthodoxes, membres du gouvernement de Benyamin Netanyahou. C'est quoi pour toi la solution ? Tant que ça ne viendra pas des grands rabbins, il n'y aura pas de changement possible. Ça ne peut venir que de l'intérieur de la communauté. L'enjeu est de taille, puisqu'au rythme de sa croissance actuelle, la communauté ultra-orthodoxe devrait représenter dans 30 ans le tiers de la population israélienne.
Bon, alors Maurice Ifergan, lorsque on étudie la Torah longtemps comme ça en yeshiva, on a un métier quand même. On peut être professeur dans des écoles religieuses. Oui, le problème c'est qu'on reste dans un milieu, on reste dans une espèce de ghetto et la hantise des responsables de ces ultra-orthodoxes, c'est justement que leur jeunesse regarde ailleurs, vers la société israélienne et ait envie de vivre une expérience différente. Oui, mais par exemple, dans le monde du diamant, on voit souvent des religieux, donc les religieux travaillent. Absolument, Valérie, mais ça ne suffit pas pour faire vivre toute une communauté qui, vous l'avez entendu, dans quelques années sera presque le tiers de la population. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Lorsqu'on parlait de travail des ultra-orthodoxes dans ce sujet, qu'est-ce qu'on voyait? Des gens sur des ordinateurs. Ce sont dans le high-tech. Dans le high-tech, ce sont des gens qui sont capables d'apporter quelque chose à ce pays dans le domaine du high-tech, de la programmation. Ils sont capables de fournir quelque chose d'incroyable, d'indispensable à ce pays. Notamment la société Intel à Jérusalem favorise l'embauche des orthodoxes à Jérusalem notamment. Merci messieurs, allez, restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans quelques instants, nous allons parler d'art, les peintres célèbres qui exposent dans le monde entier. Restez là, je vous retrouve dans quelques instants.